Je suis née en région parisienne, j'ai grandi dans une cité également, avec une famille originaire d'un ailleurs, ce qui fait que j'ai grandi entre deux mondes. Et oui, il y a la question de l'excision qui arrive à un moment donné, c'est quelque chose que j'ai subi étant enfant. Et ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est montrer le rôle de l'école, l'importance de l'école comme moyen d'émancipation. On va y revenir bien sûr à l'importance de l'éducation, l'importance de l'émancipation. Vous l'avez dit, vous avez aussi grandi en banlieue parisienne, tout comme votre héroïne, l'héroïne de ce roman. Est-ce que les émeutes de ces dernières semaines, après la mort du jeune Naël, vous ont surpris ? Non, parce qu'on s'y attendait, ça fait un certain temps. Moi, quand j'ai quitté la France pour le Canada, c'était en 2010, et j'avais dit à une amie, à un moment ou à un autre, ça va péter, on le sent. On le sent quand je retourne là où vivaient encore mes parents, quand je parle avec des jeunes gens. J'ai été prof aussi en banlieue. Donc on sent, on prend la température. Donc c'était pas surprenant. Moi, ce qui m'a surpris, c'est plutôt l'âge des jeunes gens qui ont tout saccagé. Oui, des jeunes gens de 18-19 ans, parfois même des enfants, 11-12 ans. Des préados. Des préados. Et dans mon expérience d'éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse, où j'ai eu affaire à des mineurs qui ont commis des délits ou des crimes au sein du tribunal d'Évry, ce qui m'avait frappé, c'est chez les préados, ils sont plus dangereux. Moi, je les trouvais beaucoup plus effrayants. Pourquoi plus dangereux ? Ils n'ont pas forcément conscience du danger, ils n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils font, de l'impact. Et pour certains, ils sont pas en mesure de se mettre à la place de l'autre. Et quand vous n'êtes pas en mesure de vous mettre à la place de l'autre, c'est un danger. En parlant de se mettre à la place de l'autre lors de ces émeutes, mais vous l'avez vu comme tout le monde a pu le constater, des bâtiments publics ont été détruits, des écoles notamment. À droite, plusieurs élus se sont émus qu'on s'attaque à des symboles de la République, comme à des écoles. Vous en avez pensé quoi ? Oui, j'ai trouvé ça extrêmement triste qu'on s'attaque à des écoles. En plus, les écoles du quartier, généralement, ils y ont été. Donc c'est de l'autodestruction. Mais on parle de symboles, c'est-à-dire que les élus de droite parlent de symboles, mais la question étant... Est-ce réellement un symbole pour ces jeunes gens qui brûlent ces écoles ? La question, elle est là. C'est certes, on a une opinion, on comprend certaines choses, on fait des déductions, mais je pense qu'il y a un moment, si on veut que les choses changent pour éviter la répétition, parce que je rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu ce type d'événement, même là, si ça a pris une ampleur particulière, il faut forcément qu'on comprenne pourquoi ces jeunes gens ne s'identifient pas au symbole de la République française. C'est là où il faut aller gratter. Il faut aller chercher, il faut aller comprendre pour pouvoir faire changer les choses. Parce que là, on discute, on échange. Moi, j'ai vu énormément d'échanges sur cette question-là. On condamne d'un côté comme de l'autre. D'accord. Mais après, on fait quoi ? Alors justement, on fait quoi ? Vous-même, vous avez été, vous l'avez dit, professeur, éducatrice. Comment est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour sortir ces jeunes, parfois ces enfants, ces préados, de cette spirale de violence ? Moi, je crois que c'est pas nous qui faisons sortir, c'est eux qui sortent. Nous sommes là uniquement, nous sommes juste des béquilles. Et donc, il faut qu'ils se saisissent des béquilles qu'ils ont sur leur chemin. Et c'est toute la problématique, elle est là. C'est qu'ils puissent se saisir des béquilles et qu'ils se disent « mais je vais me servir de ça pour m'en sortir ». Mais pour ça, on n'attend pas qu'il a 15 ans ou 16 ans. C'est dès l'école maternelle. Et je dirais même, le travail qui peut être fait en école maternelle, c'est avec les parents. Et ne pas attendre quand ils ont 16 ans, 17 ans, c'est trop tard. À partir du moment où le gosse, il est capable d'ouvrir la porte à 15 ans et sortir jusqu'à 3 heures du matin, vous comprenez bien que là, on est arrivé à un stade de non-retour. Mais petit, on peut mettre des choses en place en collaboration avec les parents. Et que les parents se rendent compte que ce n'est pas contre eux, mais avec eux. Et ça, c'est un travail qui se fait en amont, pas à pas. Mais il faut commencer tout de suite, il ne faut pas attendre dans 10-15 ans. Mais quand vous dites de mettre des choses en place, vous pensez à quoi, par exemple, concrètement ? Moi, je pense... dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez l'enfant. Et très petit, moi j'étais prof aussi en école, j'ai eu plusieurs vies professionnelles, j'étais prof en école maternelle jusqu'en juillet dernier. Et vous voyez quand il y a un enfant qui n'est pas bien, ou un enfant qui voit mal, un enfant qui a du mal à s'exprimer, c'est des petites choses comme ça, mais c'est ce qui va faire que plus tard, si ça n'a pas été pris en charge, il va décrocher. Parce qu'on n'arrive pas comme ça du jour au lendemain à décrocher. C'est petit à petit. Il y a des renoncements également qui sont faits par l'enfant. Il finit par décrocher, surtout s'il se rend compte que... Moi, c'est ce que je disais aux mères de famille. Je dis, c'est pas une question de, oui, vous êtes mère de famille, vous avez bac+5. Non. Je dis, mais ton enfant, il arrive, il te montre un dessin. Mais prends le temps juste de regarder.
Là, il va se rendre compte qu'il compte et ce que c'est important aussi pour ses parents. Parce qu'un enfant, dans un premier temps, quand il travaille ou quand il fait les choses, c'est pour faire plaisir à ses parents. Moi, je disais ça aux mères de famille. Alors, elles disaient, mais c'est rien. Si, pour un enfant, c'est beaucoup. Donc, parfois, il faut expliquer les choses parce que parfois, les parents ne prennent pas forcément conscience de l'importance de leur regard sur leur enfant. Et ça, c'est primordial. Et après, c'est aussi une question de qu'est-ce qu'on transmet aux enfants. L'école, elle est là pour... qu'ils apprennent des choses. Elle est là également pour les élever. Parce que souvent on dit, ouais, mais l'école, c'est fait pour avoir un métier. Non. L'école, c'est pas fait pour avoir un métier. L'école, c'est fait pour que ces jeunes gens soient en mesure de réfléchir et de penser. Et après, le métier, il arrive après. Mais la chose première, c'est qu'ils soient en mesure de réfléchir et de penser. Plus tard, ils posent des actions, mais de manière réfléchie. Il n'en arrive pas à brûler une école. Déjà, l'objectif, il est là. L'objectif premier, il est là. En parlant des parents, juste je m'attarde là-dessus un moment parce que Emmanuel Macron avait envisagé publiquement, au plus fort des émeutes, de sanctionner financièrement les familles des émeutiers. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de mesure ? Non, mais là, il dit ça, mais il sait pertinemment que ce n'est pas possible de le faire. Parce que... Ce sont des mots. Voilà, pour moi, c'est le problème. C'est le problème, c'est qu'on a beaucoup de mots, mais qui ne pensent pas les mots MAUX de la société, de ces jeunes gens. C'est que la sanction, bien sûr qu'il faut qu'elle soit là, mais les jeunes gens qu'on a vus à l'extérieur qui ont tout brûlé, c'est pas une sanction comme ça qui va les arrêter. C'est ça qu'il faut prendre conscience, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors pour autant, et pardon, je vais rebondir sur une question qu'on a dans le chat, c'est Charles qui nous regarde en direct et que je salue, qui nous dit les magistrats, après ces émeutes, ont tout de même mis en prison plusieurs centaines de jeunes qui avaient été pris en flagrant délit. Oui, c'est vrai. Et ils sont passés en comparution immédiate et certains d'entre eux, en tout cas, même forcément sans avoir de casier judiciaire, sont allés en prison. Vous estimez qu'il y a un travail d'éducation à faire et en même temps, vous estimez qu'il faut faire preuve malgré toute fermeté. Ah oui, mais il faut sanctionner. Alors, en tant que prof, j'étais ferme, exigeante, et je sanctionnais. Mais sinon, ça fonctionne pas. Vous pouvez pas être uniquement dans l'éducation, uniquement dans la prévention. Il faut que de l'autre côté, à un moment, il faut que ça tombe. Ça, c'est dans toute société humaine. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut être que d'un côté ou de l'autre, mais moi, je pense qu'il faut allier les deux. Il faut une sanction à partir du moment où vous êtes en mesure. Vous vous rendez compte quand même, nous avons des jeunes gens qui sont en mesure de caillasser une voiture, de ce maire qui a failli avoir sa maison qui a été brûlée. Vous vous rendez compte là où on en est là ? C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut poser des galons pour qu'ils se rendent compte que là, ça a été beaucoup trop loin. Donc ces peines de prison, vous estimez qu'elles sont justes et qu'il faut marquer le coup ? De manière générale, je sais pas exactement, mais moi je pense que oui, la justice, elle doit marquer le coup. On peut pas laisser quand même des jeunes gens piller et sortir sans... En plus, j'ai lu ce matin qu'il y en avait certains qui demandaient qu'il n'y ait aucune sanction qui soit... On délire là. C'est quand même troublant. C'est troublant. Ce que je trouve réellement troublant, c'est le fait que nous avons tous vu ce qui s'est passé partout en France, parce que c'était pas que dans les banlieues, partout en France, et on cherche encore des excuses à l'inexcusable. Et on pense que c'est rendre service à ces jeunes gens. Moi, quand j'étais prof, je leur disais à mes élèves, ceux qui vous respectent, c'est ceux qui sont exigeants avec vous. C'est pas ceux qui vous brossent dans le sens du poil. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut garder en tête. L'exigence, c'est le respect qu'on a pour les jeunes gens, pour ces jeunes gens. Parce que plus tard, c'est ce que je leur disais bien souvent, c'est plus tard quand vous allez travailler, mais il y a personne qui va vous dire « Ah, mais mon pauvre petit, c'est parce que tu es ceci ». Mais il y a personne. Dans le milieu du travail, vous connaissez des gens qui disent « Ah bah oui, bah toi, comme tu viens de banlieue, mon pauvre petit, je vais t'aider plus ». Mais non. Certes, c'est beaucoup plus difficile pour eux, ça je le reconnais, et moi-même j'en suis issue. Je suis une femme noire, donc forcément on a été beaucoup plus exigeant avec moi, même si j'aurais voulu que ça fonctionne autrement, mais c'est un fait, c'est comme ça. Donc préparons-les à cette réalité. Depuis les émeutes de 2005, il y a 18 ans, on a un peu l'impression que rien n'a changé, voire même que certaines choses ont empiré, typiquement dans les relations entre les jeunes et la police. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Oui, ça c'est vrai, la relation entre les jeunes et la police, oui, ça s'est beaucoup, beaucoup détérioré. Il n'y a plus d'échanges possibles. Je sais qu'il y a certaines associations qui essaient de travailler pour créer du lien, pour créer un échange, pour que les deux parties se rendent compte de la réalité des uns et des autres. Je sais qu'il y a des associations qui travaillent là-dessus, mais c'est vrai que là, c'est terrible, quoi, aujourd'hui. Parce que d'un côté,
On a besoin de la police. On a presque l'impression parfois de plusieurs France qui ne se parlent plus vraiment, ouais. de groupes sociaux qui finalement sont chacun de leur côté. Moi, je parle de monde. C'est différents mondes qui coexistent et il n'y a plus de lien entre ces différents mondes. Mais l'école peut permettre ces différents liens. Si on lui donne les moyens, bien sûr. Si on le lui permet, bien sûr. Alimata Fofana, j'aimerais aussi avoir votre avis là-dessus. Lors de ces émeutes, des dirigeants étrangers, notamment le président turc Erdogan, ont dénoncé le racisme structurel qui existe en France. Vous avez vécu au Canada. Quel regard vous portez là-dessus ? Moi, j'ai vécu 5 ans au Canada. Alors moi, j'ai vu la police canadienne de très très loin. Je les ai croisés ou... C'est pas la même relation, c'est vrai, la police canadienne avec ses ressortissants. Ça, c'est vrai que la police est différente. Mais après que la Turquie donne des leçons, c'est tout de même cocasse. Moi, je prends pas ça en considération. Alors, il y a la fermeté, on vous l'avait dit, il y a l'importance de l'éducation, il y a l'importance de l'école. Est-ce qu'on peut aussi aider les jeunes en parlant du beau, en passant par la littérature, par exemple? Je sais que ça vous tient à cœur, mais est-ce que ça aussi, ça rentre en ligne de compte? J'en suis convaincue. Le fait de vivre dans un environnement laid, c'est très compliqué également d'avoir des perspectives, de se rendre compte que la vie, que le monde, ce n'est pas que ça, et qu'il y a autre chose ailleurs. Et c'est vrai que moi, à mon époque, les animatrices de maisons de quartier nous ont amenés vers ce beau. Et moi, j'ai eu des profs également qui m'ont fait découvrir la littérature, la poésie. J'ai eu cette chance-là. Mais je pense que c'est ça aussi qu'il faut mettre au cœur de l'instruction, c'est la beauté. Alors, il y a des choses très laides, on est tous d'accord, on les voit tous. Mais il y a également des choses très très belles qui, à travers la littérature, mais également à travers ce que les élèves peuvent produire, peuvent faire. Et ça, on doit mettre ça en avant, on doit mettre ça en exergue. C'est ça qui va leur permettre de continuer et de se dire, je vais aller chercher de la beauté ailleurs. Je vais pas me contenter de l'environnement que j'ai autour de moi. Je vais aller ailleurs. Mais comment on fait ça ? On montre la beauté, on valorise les jeunes. Quand vous étiez éducatrice, typiquement, est-ce que vous êtes arrivée à partager votre passion pour la littérature, par exemple ? Quand j'étais éducatrice, moi, je les allumais, parce que dans le sens où, moi, ils venaient face à moi parce qu'ils avaient commis un délit, ils sortaient généralement de garde à vue. Donc, j'étais pas très sympa, pas très agréable. Mais en tant que prof, là, j'avais à cœur de leur montrer la beauté, serait-ce qu'un vers de Racine, je me souviens, je leur avais montré, je leur essayais de susciter, d'aiguiser, parce que je pense que la beauté, c'est quelque chose aussi qui s'acquiert. Je pense que c'est à travers le regard que vous allez aiguiser. C'est comme ça que vous allez apprécier la beauté des choses. Alors, il y a des choses instinctives que vous allez trouver belles, mais je pense qu'il y a d'autres choses où vous avez besoin d'un accompagnement, le théâtre. Moi, je pense qu'aller au théâtre, c'est pas aussi simple que d'aller au cinéma. Et aller au théâtre, c'est un apprentissage. Et ça, c'est également le rôle des enseignants, en lettres, en français, d'amener les élèves dans un théâtre, même s'il n'y a pas de pièce, mais juste arriver à la Comédie Française et de regarder les lieux. C'est sublime. Alimata Fofana, une toute dernière question. Est-ce que ça peut aussi, cette éducation au beau, est-ce que ça passe aussi par des histoires ? Vous avez raconté votre histoire, alors vous la racontez dans ce livre indirectement, en passant par une héroïne de fiction. Est-ce que par des histoires, on peut aussi faire prendre conscience de certaines choses ? Oui, moi j'en suis convaincue. Oui, je l'ai fait à travers mon livre « À l'ombre de la cité Rimbaud », mais moi, j'ai aussi appris à travers l'histoire de Léopold Sédar Senghor. C'est un président-poète que j'aime beaucoup, à travers sa poésie, que je trouve extrêmement belle. Mais je pense qu'il y a aussi un élément aussi à ajouter, si on veut que les choses changent, c'est aussi faire en sorte que notre parole existe, même quand il n'y a pas d'émeute. Et nous sommes également en mesure de parler de toute autre chose, mais c'est vrai que après cette période, on disparaît, on va finir par revenir à un autre moment, mais quand il y a des choses très compliquées et très alarmantes. Et je dirais même pour le gouvernement français, et moi c'est ça qui me frappe, je me dis mais pourquoi il ne s'appuie pas sur des gens comme nous ? On maîtrise ces deux mondes. Pourquoi il ne s'appuie pas sur nous ? Moi je parle aux parents, je parle aux mères, surtout en plus sur la problématique de l'excision sur laquelle je travaille. Donc pourquoi il ne s'appuie pas sur des gens comme nous ? Emmanuel Macron a dit, il essaie de comprendre. Moi, on se voit dans un café et je lui explique tout. Il va très très bien comprendre.
Et donc, ce qui veut dire que ses conseillers, il a besoin que ses conseillers viennent également d'un autre environnement.